Donc je m'appelle Marcelino Méduse, j'ai 23 ans, je suis réunionnais, je m'auto-identifie comme PD créole. Voilà, par mon père qui est noir et ma mère qui est blanche et qui sont tous les deux réunionnais, voilà, de génération en génération. Je prends mes notes. Du coup, après un bac littéraire en option théâtre et au lycée où j'ai découvert le théâtre, j'ai été au conservatoire. Et en parallèle du conservatoire, j'ai été à la fois à l'école des beaux-arts pendant une année et aussi en études nébuleuses par correspondance. Voilà, que j'ai pas réussi, que j'ai pas abouti. Et c'est le conservatoire que j'ai pu aboutir. Et ça a abouti pour moi par un emploi au Centre dramatique de l'Océan Indien en tant qu'artiste associé. Et de là a commencé mon cheminement artistique avec la création de la compagnie Aberash, du coup une compagnie de théâtre, et Aberash qui veut dire donneur de lumière en amharique, qui est une langue d'Éthiopie, parlée en Éthiopie. Et en parallèle de tout ça, je me suis engagé dans l'association Horizon, qui est une des deux associations qui est sur toutes les questions LGBTQ+. Et depuis quelque temps, je me suis un peu séparé enfin, je me suis clairement séparé de l'association. Et en ce moment, on est avec quelques amis un peu dissidents des diverses associations. On essaye de la création d'un collectif qui fonctionnerait sous forme de collégial et plus sous forme de bureau avec le fonctionnement pyramidal. Et voilà, j'ai commencé à faire un peu de cinéma aussi depuis l'année dernière, avec déjà un film produit et sorti et un deuxième film en cours d'écriture. Et du coup, j'ai répondu pour les assignations, mes oppressions. Je pense qu'il y a une oppression de race parce que souvent on a du mal à me situer. Que ce, de manière générale, dès le cercle familial, on a du mal à me situer parce que du coup, je ressemble plus à ma mère que mon père. Du coup, je suis pas assez ci ou pas assez ça. Dépendamment de où se déroule la fête familiale, par exemple, si je suis chez mon père, on va me dire ouais, tu ressembles à ta mère. Et voilà, et je ressemble pas assez à ma mère quand je suis dans des événements qui se déroulent dans sa famille. Il y a je pense qu'il y a une oppression de genre aussi, parce que je me considère pas comme viril et comme masculin. Du coup, je pense que parfois, on a du mal à me situer dans ces cases féminin ou masculin, parce que je peux très bien me genrer au féminin, parce que je suis avec mes copines. Et du coup, voilà. Et, enfin, voilà, on a du mal à me situer là-dedans. Et puis la sexualité, et puis la classe aussi. La classe sociale. Parce que comme mes parents font partie de ce qu'on appelle, et moi je les définis comme ça, la transclasse, c'est-à-dire qu'ils sont passés d'un milieu ouvrier ou agricole à fonctionnaire et cadre. Du coup, il y a toujours ce rapport-là où on nous a éduqués, comme mes frères et sœurs et moi, comme eux, ils ont été éduqués, mes parents. Mais du coup, ça ne correspond pas forcément à la classe qu'on perçoit d'eux. Et du coup, moi aussi, on a du mal à me situer dans ces termes-là. Et puis, je pense que ça peut être considéré comme une oppression aussi. J'ai grandi dans les Hauts-de-l'Île. Et du coup, souvent, ça peut être source de moquerie d'avoir grandi dans les Hauts, parce que il y a certains mots, j'ai une manière particulière de les prononcer. Et du coup, les gens s'en servent comme moucatage, quoi, comme moquerie. Et du coup, je suis cantonné à Yabdéo à ce moment-là. Et c'est tout. Et en termes de privilèges, j'en ai aussi, je crois. J'ai essayé de réfléchir à ça quand j'ai eu les questions. Et comme je me considère comme un homme cisgenre, du coup, je pense que c'est un privilège. Je peux avoir un espèce de white passing aussi.
Surtout à La Réunion, quand je suis en métropole, c'est plus particulier parce que du coup, je fais plus arabe dans, dans les relations que j'ai avec les gens. Aussi, soit enfin, on me voit comme un arabe ou soit on me voit comme un mec des îles. Du coup, je suis totalement très exotique et parle-moi créole. Tes cheveux frisés, ça m'excite et tout ce genre de trucs. Et en termes de privilèges aussi, bah, j'ai un travail, j'ai un logement et j'ai pas eu de difficulté à avoir ces deux choses-là. Et j'ai accès au milieu culturel aussi et j'ai le privilège aussi d'avoir les outils pour réfléchir à toutes ces questions-là. Du coup, je pense que c'est un privilège. Je viens de La Réunion, qui est une ancienne colonie, maintenant un département français. Et du coup, pour mettre en contexte ça, il y a pour moi deux éléments dont il faut parler. C'est de un, la distance géographique entre la France et La Réunion. Et la différence culturelle aussi, et tout ce que comprend la différence culturelle qu'il y a en France et à La Réunion, et du coup toutes les questions que ça pose. Où des fois le débat en France il peut être situé à un seul endroit et se comprimer, se gangréner là-dessus, alors que ces questions-là ne nous atteignent pas, et je vais plutôt dire ne m'atteignent pas. Et plus précisément, je vis à Saint-Denis, du coup le chef-lieu et la ville la plus peuplée d'Outre-mer. Et du coup maintenant, souvent quand je pense à où j'habite, je me dis c'est exactement le même schéma que si j'habitais à Paris que je reproduis ici. C'est que je vis là où tout se passe et où tout pourrait se passer. Et venant de la plaine des cafés de l'entre-deux, c'est encore plus concret pour moi parce que venant des Hauts, où il se passe rien, où, enfin, où on est très abandonné en fait, que ce soit culturellement, politiquement, etc. Pour moi, il y a un réel abandon qui est parfois criminel. Et là, de vivre à Saint-Denis, je me rends compte que oui, il y a un hiatus qui est trop fort, trop prononcé. Et pour répondre à comment je m'engage sur mon territoire, je dirais que je m'engage à différentes échelles et comme le précise la question, hein, que ce soit dans les quartiers, dans les villes et sur l'île, de manière générale, moi ce qui m'intéresse dans mon travail et dans ma recherche artistique et ma recherche citoyenne aussi, c'est quelle histoire et qui raconte ces histoires-là et qu'est-ce que ces histoires qu'on raconte viennent raconter de nous. Et du coup, c'est pour ça que moi, dans la construction de mes actions, en tout cas pour la compagnie ABRH, j'essaye de penser les actions comme ça. Et du coup, de commencer par exemple dans un lycée, dans une école, dans un collège, et ensuite, petit à petit, on élargit au quartier qui est autour, et puis à la ville, et puis comment ça vient rayonner sur l'île. Par exemple, sur la précédente, la dernière pièce de théâtre que j'ai créée qui s'appelle Gabriel, on a d'abord commencé par un an de recherche sur le territoire, où on a passé d'abord 8 semaines dans les lycées, dans 3 lycées de la ville de Saint-Benoît, autour de la recherche et de l'écriture, et plus précisément sur les thématiques de la mort, de l'identité et du genre, qui sont les thématiques principales de Gabriel. Et par cet ancrage dans le lycée, c'est comme ça qu'ensuite on a pu aller dans les quartiers et ensuite avoir un rayonnement plus ilien quand la pièce est sortie. Et du coup, la com a fait le tour de l'île et des gens de toute l'île sont venus voir la pièce. Et j'essaye vraiment, en tout cas le plus possible, de penser l'engagement et du coup les actions qui en découlent des plus grands aux plus petits. C'est-à-dire que par exemple pour Gabriel, qui était une pièce qui s'adressait plus à un public à partir de 15 ans, tout le travail pour nous a été de trouver un projet
ou une action qui pouvait faire lien avec Gabriel, mais qui était plus axée pour un public plus jeune, primaire, collège. Et du coup, on a fait la commande à un auteur, une commande de texte à un auteur pour qu'il écrive sur ces thématiques-là, pour ce public-là, pour qu'on puisse le toucher aussi et réfléchir avec ce public-là sur ces questions-là, parce que ces questions-là ne se posent pas au même endroit. Et ensuite, quand on était dans les quartiers, du coup, ce qui était intéressant, c'est que on a posé la question aux enfants, puis on posait la question aux parents ou aux gens qui pouvaient être de cette génération de parents-là. Et du coup, les modalités interactionnelles et de travail étaient différentes. C'est-à-dire que sur les lycées, on était concrètement dans l'action, dans le théâtre, au plateau, avec le corps, etc. Et dans les quartiers, on était à boire du café, à avoir des moments un peu plus sympas. Je dis pas que être dans les lycées, c'était pas sympa, être au plateau, mais je veux dire, quelqu'un qui connaît pas la démarche artistique et à qui je dis, ce matin j'ai bossé, j'ai bu un café dans un quartier, il aurait pas... Les enjeux n'auraient pas été clairs pour cette personne-là. Et c'est à force de café, à force de rencontres, à force de poser des petites questions de temps en temps que le travail avance. Il ne faut pas que j'oublie mes 2 axes de réflexion, parce que j'en ai mis 2 en même temps. Par exemple, ce qui s'est passé dans les quartiers, c'est qu'il y a un quartier qu'on a vraiment une association dans un quartier qu'on a vraiment pu suivre de semaine en semaine. Et à un moment donné, ils nous ont invités à manger à midi. Et moi, la manière d'aborder mon travail, cette journée-là, ça a été d'essayer de faire la vaisselle, que j'ai pas pu faire parce que les femmes de cette association-là ont refusé que je fasse la vaisselle parce que j'étais un homme, parce que j'étais l'invité, etc., etc. Et puis ça a été de commencer à réfléchir avec elles, pourquoi j'aurais pas le droit de faire la vaisselle, je veux bien la faire, ça me dérange pas. Et ensuite c'était de lire le texte Gabriel et de pas l'expliquer plus que ça, de pas expliquer le dédoublement de Gabriel le et Gabriel, l'homme et la femme, et de juste laisser les mots faire leur travail. Et c'est à l'aboutissement de ces résidences-là qu'elles ont compris toutes les questions que je leur avais posées, de pourquoi, de comment, de « Ah, je comprends où tu voulais en venir, pas que tu nous as manipulés, mais tu nous as bien eu. On n'aurait pas réfléchi comme ça si c'était pas dans cette démarche-là. » Enfin, moi, c'est ce que j'ai compris. Et du coup, ce qui a été intéressant aussi dans ce travail à différentes échelles, c'est que pendant qu'on était dans les quartiers, on est parti aussi au centre, à l'IRTS, l'Institut régional des travailleurs sociaux, où on était avec un groupe d'éducateurs, de futurs éducateurs et éducatrices de jeunes enfants. Et on les mettait en situation de comment aborder ces thématiques-là avec des enfants de 4 à 8 ans. Et du coup, j'étais avec une amie qui est comédienne, et elle était l'enfant qui se posait des questions autour de la mort, autour du zizi, de la choupette, et comment ensuite l'adulte référent aborde ces questions-là et accompagne l'enfant dans sa découverte, sa réflexion, et comment on respecte le cadre et à la fois on n'est pas... le cadre était très limitant pour pour répondre à ce genre de questions pour ce public. Parce que souvent on s'est rendu compte qu'ils pouvaient pas, le cadre les empêchait de répondre, et du coup tout le travail ça a été de trouver des moyens pour eux et des outils, comment tu réponds sans qu'ils se mettent en porte-à-faux vis-à-vis de la direction, des parents, etc. On a vraiment balayé tout ça. Et du coup ça c'est pour Gabriel, c'était pour exprimer un peu toutes les échelles de travail. Après de manière générale, moi je fais beaucoup de transmissions dans les établissements scolaires, que ce soit d'un public qui va de primaire jusqu'aux étudiants, des fois c'est des formations de profs, etc. Et voilà, j'essaye de poser j'essaye pas de résoudre des questions, j'essaye pas de les confronter à des oppressions, des privilèges, etc. Je mets juste un élément. Je le pose au plateau, et comment on réfléchit à ça ensemble et comment on construit un objet artistique autour de cette réflexion-là, et ensuite comment on le confronte au public. Et des fois, c'est des choses toutes simples. C'est par exemple au collège, en atelier, il y a
il y a les filles et les garçons d'un côté et de l'autre de la salle et jamais ils veulent se mélanger. Tout mon travail, moi et mes objectifs, au-delà de l'objectif qui est posé sur le papier, ce pourquoi je suis payé, c'est comment pendant leurs transformations qui sont graves et profondes à cet âge-là, comment je les amène à se faire confiance et à faire confiance, enfin oui, à revenir vers une unité et pas quelque chose qui se sépare et qui va rester séparé. Enfin, je me dis, si là je n'interviens pas, avec les outils théâtraux que j'ai, les filles et les garçons resteront séparés et se poseront pas des questions ensemble, ils penseront des choses des autres de manière séparée, mais il n'y aura pas de réflexion commune. Et je digresse beaucoup, je vais essayer de revenir. Et oui, et aussi en tant qu'auteur, parce que je l'ai pas précisé, j'ai pas précisé au début mon métier, parce que donc je mets en scène, j'écris et je réalise aussi. En tant qu'auteur, moi, toutes mes questions, c'est qu'est-ce que je raconte, pourquoi je le raconte et comment ensuite je vais le raconter. Et tout a commencé par le personnage d'Antigone de Sophocle qu'au conservatoire je voulais absolument jouer, mais j'ai pas pu le jouer parce que j'étais pas une fille, une femme. Alors que pour moi, c'est qu'importe son genre, enfin, ce qui est intéressant dans la figure d'Antigone, c'est que c'est une figure politique et qu'elle porte un message politique et qu'elle se dresse face à la cité, face au pouvoir pour faire entendre les lois écrites et les lois divines. Et du coup, depuis le conservatoire, depuis cet événement-là, d'abord je suis parti à la recherche de personnages que je voulais interpréter, que je voulais incarner. Est-ce que Hamlet, est-ce que ça aurait pu être Hamlet? Eh ben non, on me l'a refusé aussi parce qu'il aime Ophélie. Alors que je suis persuadé qu'il aime son meilleur ami Horatio, il me semble, je crois. Je suis persuadé, parce que c'est Horatio qui est chargé de la transmission à la fin. Hamlet dit à Horatio à la toute fin, c'est toi qui iras raconter mon histoire, c'est toi le survivant enfin, pour moi de cet amour, de ce qui s'est passé. Et puis si on la remet en contexte, Ophélie, c'est un mariage arrangé aussi. Donc, bon, voilà. Et est-ce que c'est Hamlet, est-ce que c'est Lorenzaccio, etc., etc. Et ensuite j'ai découvert Coltès et Copie, et ces multitudes de personnages dont le genre n'est pas important. Et du coup je me suis dit, bon maintenant j'ai plus qu'à trouver dans la littérature réunionnaise ce genre de personnages mais qui n'existait pas. Et je me suis dit, je vais les écrire. Voilà. Et voilà, maintenant c'est... Parce qu'au départ, dans les écritures que je proposais, c'était ces deux personnages qui ont pour difficulté d'être homosexuels. Voilà. That's the point. Et au fur et à mesure, maintenant, dans mon travail, ils sont homo, ils sont queer, ils sont trans, on s'en fout, c'est leur problème. Mais ils ont aussi le droit de vivre une histoire, ils ont le droit d'être des héros et d'héroïnes ou comme Hamlet par exemple, où la mort du père est questionnante, ou comme Antigone, où j'ai besoin d'enterrer ce corps-là. Et toutes ces histoires-là, et qu'importe leur genre, leur sexualité, ce qui importe, c'est qu'ils soient des héros comme tous les autres. Du coup, voilà, j'essaye d'avancer dans cette recherche-là petit à petit et j'espère qu'elle va s'affiner au fur et à mesure. Je vais commencer par les engagements artistiques et puis je verrai si j'arrive à retomber sur mes pattes comme je l'imagine dans ma tête, mais des fois ça se passe pas comme prévu. Je me suis posé la question récemment. Et enfin, des événements m'ont fait me poser la question récemment. Et voilà, je vais donner deux anecdotes. Il y a une anecdote
où j'ai proposé une pièce de théâtre au public. Et on m'a dit différentes choses par rapport à cette pièce de théâtre-là. Ce serait bien d'aller voir un psy. Mais pourquoi ils parlent créole? Et mais pourquoi ils sont arabes? Donc ça c'est la première anecdote. Et la deuxième anecdote c'est suite à un pitch pour mon... Enfin j'ai pitché récemment mon projet de prochain film que je suis en train d'écrire. Et après ce pitch-là, on m'a posé deux questions qui encore m'ont troublé. La première question c'était pourquoi ça se passe à La Réunion, ça pourrait se passer ailleurs? Et donc ça implique la langue, etc. etc. Et, oui, et du coup, pourquoi en créole aussi, alors que ça pourrait être en français, parce que c'est universel, du coup, faisons-le en français. Et du coup, c'est face à ces deux événements-là qui se sont quand même passés à quand même un an et demi d'écart, que je me suis posé la question de à qui je parle, vu qu'on me pose ces questions-là, à qui je parle. Et la première réponse qui m'est venue, c'est je parle à mon père, à ma mère, à mon frère, à ma sœur et à toute ma famille dans son ensemble. Et du coup, si je veux leur parler à eux, donc il faut que ça se passe à La Réunion, il faut que ce soit en créole et il faut raconter la réalité ou en tout cas donner la parole à des réalités qu'on n'entend pas forcément sur l'île. Par exemple, sur la pièce dont je viens de parler, qui s'appelait De toute mon existence, ça mettait en scène deux jeunes amants homosexuels qui se rencontraient sur une appli et ils étaient de moi ce que je dis, cultures arabes. Et il y a des arabes à La Réunion. Et du coup, pourquoi à un moment donné on me pose cette question-là, vu que c'est une réalité ici, vu qu'il y a des gens de cette communauté, qu'elle représente un certain pourcentage, et qu'on voit ces gens au quotidien, pourquoi on me pose la question? Et la première langue d'expression ici, c'est le créole. Pourquoi donc on me pose la question de pourquoi c'est en créole? Est-ce que c'est pas évident que si je veux parler aux gens qui me ressemblent, aux gens que je côtoie tous les jours, aux gens qui m'ont vu naître, qui m'ont vu grandir, qui m'ont appris à échouer, qui m'ont appris à réussir, comment je leur parle si c'est pas comment je leur parle si c'est pas en utilisant des personnages qui leur ressemblent, qui sont eux. Et, du coup, et ça rejoint aussi ce que j'ai dit dans la question précédente où je parlais où je parlais de mon travail d'écriture, où je cherche autour des personnages queer, et du coup je cherche autour des personnages queer réunionnais, réunionnaises. Et cet engagement-là et ce besoin de questionner ça et ce besoin de mettre ça au grand jour, et je crois que vraiment ça fait référence au besoin de reconnaissance d'imaginaire. Parce que quand on m'a dit d'aller voir un psy, je me suis dit mais en fait j'ai pas le droit à l'imaginaire. Ce serait forcément c'est forcément une autobiographie, ça peut pas être une fiction. Donc moi je n'ai pas le droit, je n'ai pas la capacité de fiction. Et oui, du coup cet engagement-là, il vient répondre là à ce besoin de reconnaissance d'imaginaire, ce besoin de reconnaissance d'imaginaire collectif et ce besoin de reconnaissance de dignité aussi, je crois, parce que pourquoi tout autre imaginaire aurait droit d'exister, pas celui que je vis, celui qui me construit, qui me constitue, et qui constitue la majorité des gens autour de moi, et avec qui je suis en échange tous les jours. Et
Et après, il y a mes... Du coup, ça, c'était mes engagements artistiques. Après, je crois qu'aussi, dans dans ces engagements artistiques, j'ai aussi des engagements citoyens où des fois, je me sers de mon médium, de mes médiums pour agir citoyennement, ou des fois, pas du tout. Enfin, où je m'en sers pas du tout, mais j'agis d'une manière différente. Et toujours sur cette question de dignité, d'imaginaire, il y a deux choses que je fais très régulièrement en atelier, surtout avec les scolaires. Je fais un exercice où on se passe un objet. L'objet qu'on se passe n'est jamais l'objet réel, concret qu'on se passe. Il est toujours autre chose. Et je le fais passer au moins 20 tours avant qu'on se défasse d'un imaginaire qu'on attend de nous et qu'on revienne à un imaginaire qui est le nôtre, qui fait partie de la cour créole, qui fait partie de la case créole, de la famille créole, etc. Et ensuite, souvent, je suis confronté à des élèves qui sont recroquevillés sur eux-mêmes, qui sont, voilà, et du coup, je lis dans cette posture-là, enfin, il y a quelque chose de la soumission qui me bouleverse vraiment. Et du coup, tout le travail que je fais avec eux et qui est vraiment au-delà des objectifs demandés de départ, c'est ok, comment à un moment donné, cet enfant-là, il commence à ce point-là où il est dans cette posture-là et comment il finit par ouvrir le torse à la toute fin de l'atelier et comment il est en capacité de dire aussi moi, prénom, je suis fier. Et c'est très long, c'est très éprouvant, mais je crois que c'est nécessaire aussi qu'en tant qu'artiste et disposant de ces outils-là, j'ai cette responsabilité-là aussi. J'ai pas qu'une responsabilité. Enfin, ça va de pair avec la responsabilité politique que j'ai de proposer une pensée, un prisme de réflexion à la cité. Pour moi, ça va de pair aussi de travailler sur ces endroits-là avec les enfants en atelier. Et du coup, j'ai un engagement aussi que je considère comme citoyen, où depuis que j'ai quitté l'association Horizon, j'ai commencé à organiser de ce que j'appelle Manger pour le queer, qui vient de la chanson d'Alain Peters, Manger pour le cœur. Mais sauf que là, c'est un Manger pour le queer où on se retrouve à la plage, on essaye de faire circuler ça dans notre réseau queer. Et juste on partage un pique-nique, une journée ensemble et la communauté se retrouve ensemble. Parce que pour moi, c'est... En tout cas, moi, ce qui me manque à mon endroit de la communauté queer à La Réunion, c'est qu'elle ne se connaît pas. Elle ne se parle pas, elle se toise en boîte, dans les lieux de rencontre, etc. Elle se toise, mais il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de co-construction qui est en œuvre parce qu'on ne se connaît pas. Et du coup, j'essaye vraiment de poser ce Manger pour le queer là comme un endroit de socialisation. Et du coup, par ce Manger pour le queer là, je me rends compte qu'il y a encore des questions, mais terribles qui traversent les gens. Par exemple, il y a des gens qui aimeraient venir, qui souhaiteraient venir et qui sont motivés pour venir, sauf qu'il faut partager. Enfin, si je viens, il faut que je mette quelque chose sur la table pour le partager avec les autres, sauf que j'ai pas ces moyens-là. Et tout le travail, pour moi, c'est de faire comprendre à ces personnes-là que bah, justement, ça existe pour pas que tu te retrouves dans cette situation-là, parce que on pose sur la table mais on dit pas qui l'a amené. On dit pas j'ai cuisiné ça, j'ai amené ça, c'est pour moi et je le partage avec juste toi, toi, toi et toi parce que tu as ramené des trucs. Non, on pose sur la table et c'est pour tout le monde à ce moment-là. Et, et du coup, c'est essayer de ramener des endroits. Enfin, et je me rends compte que au-delà de poser cet acte-là, bah, j'organise ça, c'est un event Facebook trop belle. Bah, comment moi, dans la manière où je le communique, je fais comprendre aux gens que c'est un endroit safe et du coup ces questions-là d'ordre pécunier ou d'autres ordres ne se poseront pas parce que le but est qu'elles ne se posent pas et que c'est pour ça qu'on va se retrouver parce qu'on ne pourra pas se les poser et qu'on va pouvoir vivre autre chose. Et
Et je me rends compte que c'est très très complexe parce que j'écoutais une émission hier soir sur Kif Taras où Éric Fassin parlait des privilèges comme tu te enfin, ne pas avoir de privilèges, c'est à chaque fois se questionner sur comment je fais là dans cette situation donnée. Et je me rends compte qu'il y a tellement de choses à déconstruire. Juste par un simple event Facebook, j'ai ouvert tout un tas de questions qui, comme je suis le seul et unique organisateur pour l'instant et j'aimerais que ça change, si quelqu'un m'entend, j'aimerais pas qu'elle se pose qu'à moi, mais j'aimerais qu'elle se pose aux autres aussi. Et comment ensemble on construit une communauté qui est safe ici, au-delà d'être dans l'événementiel, au-delà d'être dans de la com, au-delà d'être une communauté qui ne sert qu'aux touristes. Parce qu'il y a ça aussi à La Réunion, je crois. Comment on est ensemble et comment on est unis et comment on s'entraide en fait. Il y a des choses que j'ai déjà dites précédemment et dont je vais reparler encore et réutiliser pour répondre à cette question-là. Et les mots qui m'intéressent dans cette question, c'est modalité d'action. En ce moment, je suis en train de découvrir, dans tout mon processus de recherche lié aux personnages queer qui sont des héros et des héroïnes parce qu'ils vivent d'autres histoires que leur appartenance à la diversité sexuelle et de genre, je me rends compte que par la subversivité de ces personnages queer, je tente de faire passer des messages politiques et je me questionne sur sur comment se posent ces questions politiques-là, comment se posent ces messages. Je vais essayer d'être un peu plus clair. Par exemple, sur la pièce Gabriel, c'est l'histoire de Gabriel qui est un personnage trans, homme ou femme, on ne sait pas. Et je ne veux pas répondre à cette question-là, c'est juste que ce personnage-là est en situation de transidentité. Elle est dans ce vécu-là, pardon. Et ce personnage est à la veillée de son père. Ce père est éveillé pendant toute une nuit et doit être enterré le lendemain. Et Gabriel, quand il ou elle se regarde dans le miroir, apparaît un homme blanc. Et Gabriel est interprété par une jeune femme, Catherine, noire. Et du coup, ce qui m'intéressait, c'est à quel endroit ça peut se jouer pour quelqu'un pour quelqu'un enfin, c'est... Je nage. Frantz Fanon, peau noire, masque blanc. Voilà, et ce qui m'intéresse, c'est comment cette comédienne-là, et dans le dispositif scénique, c'est des miroirs qui sont en transparence parfois, mais qui sont en réflexion d'autres fois. Qu'est-ce qui se passe pour le public qui voit une femme noire vivre ce drame-là en termes d'action? Qu'est-ce qui se passe quand elle se regarde dans le miroir, elle voit un homme blanc? Qu'est-ce que ça produit en nous? Et du coup, toute ma réflexion ensuite sur ce projet artistique-là, ça a été de poser la question c'est poser la grande question de la honte en fait, je crois. C'est à quel moment dans la vie de ce personnage-là, trans, Gabriel, c'est poser la question de la honte, et donc pour cacher la honte, pour camoufler la honte, il a fallu mettre un masque blanc pour ne plus avoir honte, pour se cacher. Et cette honte-là a été transmise par le père de génération en génération, par la chaussure, par un don de chaussures. Et du coup, historiquement, ici, récemment, après la pièce, j'ai appris que il y a eu une espèce d'obligation économique à vendre des chaussures et donc à acheter des chaussures, parce qu'il y en avait des multitudes qui arrivaient ici, mais elles n'étaient pas vendues, parce que les gens marchaient pieds nus. Et
les commerçants et aidés par les politiques, etc. Il y a eu tout un assemblage de choses qui ont fait qu'ont été plantées des pagotes un peu partout sur l'île, et c'est des plantes avec des piquants, quoi. Et du coup, on ne pouvait plus marcher pieds nus au risque de se faire d'être blessé. Et du coup, voilà, je suis parti de ces chaussures-là pour Gabriel. Et donc, moi, ma modalité d'action dans l'engagement artistique, dans l'engagement queer, dans l'engagement décolonial et féministe, ça a été de comment ce message politique-là de masque blanc, de honte transmise de génération en génération, d'autocolonialité presque des fois, comment je fais passer ces choses-là par un personnage queer, et comment est-ce que c'est entendu différemment si c'était un autre personnage? Est-ce que ça aurait été mieux entendu si c'était un homme cis blanc qui du coup toute sa partition était en français? Est-ce que ça aurait été mieux entendu, ou est-ce que là ça parle à d'autres gens? Et du coup j'ai pu découvrir à quel point ça ne parlait pas aux mêmes personnes. Et je vais prendre un seul et unique exemple pour ça. Sur une représentation, il y avait une soixantaine d'élèves d'option théâtre du lycée Saint-Louis, Antoine Roussin-Rochemeg, qui étaient à cette représentation-là. Il y avait journaliste, une journaliste. J'ai essayé de rester très flou, parce que sinon on va pas comprendre de qui je parle, ce sera à couper. Et du coup, sur cette même et unique représentation, la pièce a été entendue de deux façons différentes. C'est-à-dire que les lycéens et les lycéennes, eux, ils étaient en l'air, ils m'ont fait des retours tellement émouvants, où il y en a un qui s'est levé et qui m'a dit merci, merci pour parler de moi, et merci pour... parce que la majorité de la pièce est écrite en créole, et il m'a dit merci cause pour moi, parce que depuis longtemps il est écrasé par le français, et là enfin il respire, parce que n'a de mon cause pour moi, su moi, avec moi. Et ensuite tout le propos intersectionnel de la pièce a été compris par tous les lycéens et les lycéennes. Et cette personne qui est journaliste et qui est critique aussi de spectacles vivants, pendant l'écriture à la lecture de son papier, j'ai été taxé de malhonnête, de menteur, parce que apparemment, je disais que les femmes noires créoles puent et sont des putes. Alors que précisément dans le texte, et en plus c'est en français, c'est ça qui me tue, qui me troue le cul, c'est que précisément c'est en français à un moment de la pièce, et c'est le personnage Gabriel, ce personnage trans, qui prend la parole et qui dit « je ne pue pas ». Donc à un moment donné, qui est malhonnête et qui... Et comment juste changer ce prisme-là d'approche de qui parle pour qui. Et du coup, le message est entendu différemment, et du coup, dès qu'on ne se sent plus concerné par un objet artistique, est-ce qu'on le démolit? Est-ce qu'on l'a pas compris? Parce que c'est pas la langue? Est-ce que c'est la langue? Est-ce que c'est les personnages? Est-ce que c'est l'histoire? Est-ce que c'est le propos? Et voilà, pour moi, ça pour Gabriel, ça a été cette question-là. Je ne sais pas si c'est très clair. Est-ce que vous pouvez juste hocher la tête, s'il vous plaît, si c'est clair? Ok, c'est cool, merci. Et du coup, la deuxième chose dont je voulais parler, c'est mon projet de film qui s'intitule « On peut pas masiner », et qui met en... Enfin, c'est l'histoire de Diane qui a 25 ans, qui est duc de Rue au Port, qui n'a jamais quitté La Réunion et qui ne veut pas quitter La Réunion, parce que pour lui, l'engagement, c'est ici, et il faut donner la main pour le pays ici. Et tous les ans, son meilleur ami Samir revient en vacances à La Réunion parce qu'il étudie à Paris en France. Et du coup, chaque année se pose la même question pour Diane. Pour qui je reste et à qui suis-je le plus loyal? Est-ce à mon île, à ma famille, aux gens avec qui je travaille?
ou avec mon meilleur ami que j'aime, qui m'aime, qui me soutient et qui est une épaule pour moi, etc. Alors que je suis l'épaule de tous ceux qui sont ici, et ma seule épaule n'est pas là présentement sur un an. Et du coup, voilà, encore une fois, par cette histoire d'amour queer-là, j'essaye de raconter la grande histoire aussi de l'île, de ces gens qui partent et de ces gens qui restent, et qui part et qui reste, et pourquoi on part et pourquoi on essaye de rester, et comment ça se vit. Et ce qui était intéressant pour moi en termes de modalité d'action, justement, c'est que je l'ai pitché devant un public à la fois à La Réunion et à Paris, à quelques semaines d'intervalle. Et pour le pitcher à La Réunion, je l'ai pitché en français. Et j'ai juste en français raconté l'aéroport Roland-Garros que tout le monde connaît, et tout le monde en entrant dans cet aéroport-là, que ce soit en entrant, enfin quel que soit le sens d'entrée ou de sortie pour cet aéroport-là, tout le monde a vu au moins une scène tragique, et cet aéroport, je le trouve tragique, parce que c'est le nouveau lieu d'au revoir et de départ, et on part plus par l'eau, on part par les airs. Et on n'arrive plus par l'eau, on arrive par les airs aussi. Et du coup, j'ai eu une grande facilité à parler de ce film-là. Je ne me suis pas posé la question de comment j'allais en parler, comment j'allais le pitcher, parce que c'était naturel. Parler de l'aéroport et parler en français, c'était aussi simple que ça. Et à Paris, par contre, la grande difficulté pour moi, c'était comment j'en parle. C'était quoi ma modalité d'échange avec ce public-là, pour qu'il puisse entendre ce film-là, parce qu'à Paris, bah, on se déplace tout le temps, tout va vite, et la question du déracinement se situe ailleurs, la question de la loyauté à un territoire aussi se situe ailleurs, il me semble, enfin, en tout cas en observation et pas en vécu, parce que j'y ai jamais vécu. Et du coup est venue pour moi automatiquement l'entrée par ce film dans ma langue, dans la langue créole, dans la langue du film. Et c'était presque, et après coup je me suis rendu compte de ça, que c'était presque un réquisitoire que je faisais à Paris, au Jamel Comedy Club. Et comme le film On peut pas imaginer, moi je le traduis en français, tu ne peux pas imaginer, je l'ai utilisé vraiment comme une invective. Que vous qui êtes en face de moi, vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est. Et sachez-le d'avance, avant d'écouter ce que le film va raconter. Et j'ai écrit tout un fond de cœur là-dessus. Et je me rends compte qu'il y a un vrai engouement au public, aux gens qui écoutent quand je pitch mon film, aux gens qui m'accompagnent dans l'écriture, etc. Il y a un réel engouement à découvrir la suite de cette histoire d'amour qui ne se dit pas et qui ne se vit pas, qui sera vraiment visuelle et dans les sens, enfin, en termes cinéma, quoi, elle sera pas, enfin, ils vont pas baiser, ils vont pas se rouler des pelles, enfin, ce sera moi comment je pose la caméra sur une main dans le cou, tu dis quelque chose qui me touche, du coup je t'attrape la main et je la serre fort parce que c'est mon seul moyen de te dire mon amour, etc. Il y a un réel engouement à ça. Parce que du coup, par cette histoire d'amour-là, par ce déchirement-là, je raconte le déchirement qu'on vit tous ici, et là, pour le coup, je l'assume. C'est une autobiographie, cette histoire-là. Mais oui, tant qu'à faire. Vu qu'on m'a dit d'aller voir un psy, cette fois-ci, j'ai décidé de ne pas aller en voir et j'ai juste écrire un film. Mais fuck, quoi, allez tous mourir. Et voilà, et ce qui va être intéressant pour moi, c'est par ce film-là, comment je m'adresse directement aux politiques de La Réunion. Que faites-vous alors que tout ce qui se passe sur cette île, politiquement, est criminel? Que faites-vous quand Enfin, il y a un truc qui me scie, c'est le CNARM qui est qui est le BUMIDOM, le bureau d'immigration dans les DOM, qui a été retransformé
avec une nouvelle com, plein de couleurs, des grandes affiches 4x3, un emploi là-bas, un avenir ici. Et le CNARM, le président du CNARM, envoie à toutes les familles de gens, d'enfants et de jeunes qui partent une lettre. Et ce président remercie les familles du courage qu'elles ont eu à encourager leurs enfants, à le soutenir dans cet acte fort et courageux de la mobilité. Et pour moi, en creux, du coup, ça veut dire que tous ceux qui ne le font pas ne sont pas courageux, c'est pas un acte fort et on se prend pas en main, on se prend pas en charge, vu qu'on reste ici, il faut partir là-bas pour se prendre en charge. Et, et pour moi, ce film raconte tout ça et du coup, j'espère vraiment que par cette histoire d'amour-là qui est décentrée de toutes les histoires d'amour qu'on peut voir généralement et qui n'est absolument pas une comédie romantique, comment je peux m'adresser aux politiques les gars, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez conscience que c'est un acte criminel que vous produisez et que tout le monde laisse faire, quoi? Parce que les gens veulent rentrer, enfin en tout cas ceux qui sont partis veulent rentrer, les gens qui partent veulent pas forcément partir. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on propose, quoi? Est-ce qu'on va vraiment faire croire aux gens que c'est parce qu'on aura un emploi là-bas qu'on aura un avenir ici? Enfin, quelle est la logique? C'est quoi cette langue de bois? C'est quoi ces arguments faussement rhétoriques? Enfin, voilà. Oui.